sortir de la maladie et qui risque de déstabiliser aussi l'équilibre de l'entourage. Voilà, donc Karen va aborder ces sujets-là pendant quelques minutes. Donc n'hésitez pas surtout à poser des questions, à réagir et je me ferai le relais pour que Karen puisse rebondir sur vos témoignages. Voilà. Alors, j'ai un petit message, pardonne-moi de te couper, Valentine, puisqu'il y a eu un léger décalage, ce qu'on va appeler un décalage horaire. Le décalage horaire entre Annecy, entre Bordeaux et tout le reste de la France, puisque nous voyons avec quelques instants de décalage. Je pense que c'est probablement lié à ce qu'on peut appeler une sorte de, non pas de mouvement, on va dire un mouvement numérique. Il y a ces jours-ci un mouvement numérique en France qui ne vous a peut-être pas échappé. Et alors, nous voyons arriver en différé, et c'est la première fois, donc je le souligne, et que nous voyons arriver comme une sorte de, comment dirais-je, de feu d'artifice de messages. Voilà, on nous dit bonsoir de La Rochelle, de Vendée, etc., etc. Alors, voilà, merci à tous. On se disait, mais où sont-ils? Où sont-ils? Mais en fait, il y a eu un léger décalage. Alors, je vais te demander, puisqu'on est entre nous, on est vraiment entre nous, Valentine, de bien vouloir reprendre, si je puis dire, le fil de ta pensée et de bien, voilà. Je te le dis aussi simplement que ça. Voilà, bonsoir, Loubna de Lille. On a le Lot. Je sais qu'il y a des personnes qui viennent également du Canada. On a Ethel, qui nous dit qu'il y avait un léger décalage horaire. Effectivement, et ce décalage horaire est maintenant résolu. Voilà. Valentine, c'est à toi. Oui, donc bonsoir à tout le monde. Ravi de vous voir sur le chat. Voilà, donc pour recommencer cette introduction, Karen et moi, pour préparer cette webconférence, avons fait le choix d'aborder des relations avec l'entourage sous l'angle des sujets tabous, qui passent notamment par l'annonce de la maladie. Est-ce qu'on fait le choix de protéger son entourage et de ne pas parler de la maladie, donc qui devient du coup un sujet tabou. Pour illustrer donc cette remarque, je me suis basée sur les commentaires donc laissés sur ce quatrième module du MOOC où une participante a fait le choix de protéger son fils et n'a pas annoncé sa maladie. Et son fils l'a bien sûr très très mal vécu et maintenant la maladie est devenue un sujet tabou entre eux puisque son fils ne souhaite plus aborder ce sujet-là. Les directives anticipées aussi sont un sujet tabou puisque parler de notre finitude et puis à notre entourage et de se dire que peut-être que la dernière ligne droite, il faudra l'aborder et puis l'anticiper. C'est quelque chose, nous, en tant que malades, qu'on souhaite maîtriser, mais nos proches ne sont peut-être pas non plus prêts à aborder ce sujet-là avec nous. Et puis aussi, il y a des sujets tabous aussi qui relèvent de l'intimité d'un couple, d'une sexualité. Ça existe ou ça n'existe pas pendant la maladie, c'est abordé ou ça n'est pas abordé pendant la maladie dans un couple. Donc, Karen nous éclairera à ce sujet. Et aussi parler de l'impact que peut avoir la maladie à un moment donné sur nos choix de vie. La maladie marque une vraie rupture dans notre vie et pour certains patients, on a besoin de transcender tout ça en faisant peut-être des projets trop ambitieux au départ, en voulant bouleverser nos repères qu'on a à un moment donné bâtis pendant des années, au risque de bouleverser son entourage, de bouleverser ses choix de vie. Et voilà. Donc, Karen va nous éclairer sur ces différents sujets. N'hésitez donc pas à poser des questions, à réagir. Et moi, je me ferai du coup le relais auprès de Karen pour qu'elle puisse répondre à vos interrogations ou à vos remarques. Voilà. Karen, je te laisse la parole. Écoutez, bonsoir à tous. Vous venez vraiment d'horizons différents. Je suis très contente d'être de nouveau avec certains d'entre vous, avec lesquels j'ai peut-être, j'en reconnais certains déjà communiqués. Bienvenue aux autres. C'est pas la première fois effectivement avec Valentine qu'on anime cette webconférence sur les relations avec l'entourage. Et on va dire qu'on a commencé par faire des choses assez politiquement correctes. Et puis qu'avec le temps,
On a eu envie finalement, parce qu'on entend, on vous lit, moi je vous entends aussi en consultation, vous, vos proches, on a eu envie de mettre un peu les pieds dans le plat et on s'est dit, et cette fois-ci, si on parlait des sujets tabous. Alors comme ça fait plusieurs fois qu'on anime la webconférence, qu'on commence à être un peu, un peu rodé, finalement on a lancé ça, auprès des gens de la F3M, de nos amis, des participants habituels, et on n'a eu aucun retour inquiet. Alors que je pense qu'on l'aurait fait au début, on aurait dit mais t'es sûr, tu veux parler des directives anticipées, t'es sûr, tu veux parler de sexualité, mais là finalement, je pense qu'on est mûr puisque personne ne nous a fait de retour. Donc on a décidé qu'on allait aborder ces questions-là. Et par rapport à l'expérience que j'ai des échanges avec les patients, et par rapport à ce qu'on a pu lire aussi dans le MOOC, voilà les sujets avec Valentine qu'on a un petit peu choisi d'aborder avec vous. D'abord, parler de la maladie et notamment annoncer la maladie. Hein, ça, c'est une dimension sensible. La question des difficultés de couple. Hein, on sait que le couple est souvent vraiment la charnière, hein, je dirais vraiment le fondement de ce qui permet de tenir pendant cette épreuve, hein, quand couple il y a. Mais en même temps, il est mis à mal par la maladie. Et moi, j'en entends souvent évidemment parler dans mes consultations. On avait envie de l'aborder. La question du changement. Un tel événement dans l'existence, ça donne envie de changer, parfois tout changer et changer dans tous les sens, et on ne sait pas trop quoi changer. Et c'est la question de ce changement, c'est aussi, à mon avis, une question sensible. La question aussi de la peur, hein, la peur de mourir, hein, déjà d'une part, mais aussi toutes les peurs qui peuvent être associées, et notamment la question des directives anticipées, hein, par rapport à tout ce qu'on peut effectivement imaginer de ce qui va et de ce qui peut se passer pour nous et pour notre entourage. Et puis le sujet aussi de la souffrance des aidants, hein, parce que c'est vrai que finalement, les aidants se trouvent pas forcément toujours légitimes à s'exprimer eux-mêmes sur leurs propres difficultés. Donc, on avait envie aussi dans cette vraiment dans ce moment où on aborde la question des relations avec les proches, un petit peu de faire une place à la difficulté de ces aidants, hein, et à la parole de ces aidants par rapport à ces difficultés. Alors voilà pour un petit peu les sujets qui nous intéressaient. Moi, je vais vous faire juste, je vais vous dire un petit peu ce que ça m'évoque à moi, hein, par rapport à l'expérience que j'ai de l'accompagnement des patients et des proches. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est ensuite de rebondir sur ce que vous voulez aborder, la manière dont vous le ressentez. Alors, pour la question de parler de la maladie, c'est pas du tout évident, évidemment, de parler de cette maladie. Alors déjà, elle est beaucoup moins connue, hein. Je dirais que dans l'opinion publique, c'est pas vraiment quelque chose sur lequel on échange, dont les médias parlent. Donc déjà, c'est déjà un petit peu, parfois un peu obscur pour l'entourage. Mais d'abord, annoncer déjà qu'on est malade. Annoncer qu'on est malade ou pas, la question se pose. Là commencent déjà les choses difficiles à dire. Cette chose, elle a déjà été difficile à dire par le médecin, hein, et difficile à entendre par vous-même. Mais il faut savoir que les médecins eux-mêmes ont des difficultés. Moi, je travaille avec eux quotidiennement. C'est pas forcément évident non plus pour eux de l'annoncer. Hein. C'est aussi des choses qui sont difficiles à dire, même si on pourrait penser qu'ils sont rodés. Hein, c'est toujours délicat. Mais nous, après, qu'est-ce qu'on en fait de cette parole? Qu'est-ce qu'on en fait de cette information, hein? Alors, chacun, on est différent par rapport à ça. On fait des choix qui nous sont propres. Parfois, on l'annonce tout de suite, parfois plus tard, à certains membres de la famille et pas aux autres. Une partie de l'information et pas totalement l'information. Donc ça, c'est des choses qui nous concernent chacun et qui relèvent de nos choix. Mais cette expérience dont nous parlait Valentine, en tout cas, elle nous apprend une chose que j'ai pu apprendre en plus de 20 ans de consultation, c'est que ne pas parler, ne pas dire, ne pas communiquer sur la maladie, ne rien annoncer, génère souvent beaucoup plus de difficultés et de tensions et de malentendus à moyen terme que le fait de communiquer. Donc ça, déjà, on le sait. Hein, même si ça reste un choix personnel, on sait que finalement, on ne protège jamais totalement son entourage de cette réalité. Les gens l'entendent, le sentent, comprennent qu'il y a un problème, qu'il y a des choses qui changent.
ils sentent votre état, les aléas psychologiques, etc. Et la fatigue, voilà. Enfin bon, à un moment donné, on ne réussira pas à préserver complètement, à faire une bulle autour de nous. Et finalement, les êtres qui nous aiment, qui sont proches de nous, aussi ressentent le besoin aussi de vivre la vraie vie qu'on est en train de vivre. Hein. Et on sait que quand on n'a pas communiqué suffisamment, il peut y avoir des reproches ou des tensions, comme le disait Valentine. Alors déjà, annoncer, comment? Alors déjà, ça dépend de vous, de vos proches, hein, plutôt dans un moment où vous vous sentez bien, parce qu'en réalité, davantage que l'information elle-même, ce qui va impacter votre entourage, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes au moment où vous communiquez. C'est-à-dire que vous pouvez dire quelque chose qui est relativement difficile à entendre, mais si vous êtes serein, si vous réussissez à vous projeter, si les choses se passeront bien mieux pour votre interlocuteur. Donc, j'aurais tendance à dire, est-ce qu'il y a un bon moment? Là, c'est à vous de juger, mais que le bon moment, c'est surtout celui où nous, on se sent plutôt pas mal, plutôt en équilibre, plutôt serein pour communiquer. Voilà, idéalement, on va dire. Parce que c'est plutôt votre état qui va influencer la réception en fait de cette information. Et un autre élément qui peut en tout cas faciliter les choses, c'est la progressivité. Parce qu'effectivement, la progressivité, ça permet d'intégrer cette information. Si vous dites tout d'un seul coup, c'est un peu comme vous quand on vous a donné l'information, puis tous les traitements qui allaient aller avec, et puis tous les effets secondaires des traitements, et puis tout, vous n'avez pas pu tout intégrer. C'est vrai que dans la communication avec l'entourage, si on a ce souci de progressivité, cette information passera mieux et ses répercussions psychologiques seront moins, on va dire, moins difficiles. Voilà. Ça, c'est une notion qui est un peu vraie pour tout le monde. Donc, dans les éléments sur l'annonce. Alors, comment faire pour parler à l'autre et aux autres et socialement sans désespérer les gens, sans les faire fuir, sans générer des réactions curieuses et parfois effectivement un peu déroutantes pour le patient lui-même. Ça, effectivement, c'est à vous c'est à vous de choisir le moment, de le dire aux personnes voilà, qui peuvent être une ressource pour vous, pour lesquelles ça peut être important. Mais en tout cas, plus vous serez serein, mieux ce sera ressenti. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui sont indicibles? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire? Alors, pour certains d'entre vous, effectivement, il y a des choses qui seront peut-être indicibles. Et je dirais que ces choses indicibles, c'est peut-être celles-là qu'on pourra dire à ceux qui ne sont pas proches. C'est justement pour ça que les associations comme la F3M, un psychologue éventuellement, un bénévole, quelqu'un d'extérieur, un médecin, c'est vrai que ce qui vous semble impossible à dire, c'est justement ce que ces personnes-là peuvent entendre sans être déstabilisées, détruites, en étant en capacité de l'assumer. Donc, je dirais que rien n'est indicible, mais les choses qui vous semblent indicibles, peut-être que la question de se poser, c'est est-ce qu'il n'y a quand même pas quelqu'un qui pourrait l'entendre? Et il y a toujours quelqu'un qui pourrait l'entendre, mais pas forcément, effectivement, à ce moment-là, un proche. Alors, sur la question sensible aussi des difficultés de couple, parce que ça, effectivement, on en entend beaucoup parler. Évidemment, c'est important d'être soudé. Évidemment, c'est important d'être solidaire. Bien sûr que cette maladie peut nous renforcer, l'épreuve peut nous renforcer. C'est l'idéal, c'est ce qui arrive souvent. Mais je crois qu'il ne faut pas se voiler la face sur les périodes difficiles. D'abord d'incompréhension qu'il peut y avoir, parce qu'à un moment donné, on est très bouleversé par ce qui se passe. Le malade peut avoir des réactions curieuses, du déni, de l'anxiété, de l'agressivité, de l'effondrement, du repli sur lui-même. Tout ça, ça peut dérouter les proches, mais les proches eux-mêmes peuvent avoir des réactions d'évitement, d'hyperstimulation, un problème d'écoute, du maternage. Enfin bon, il y a des tas de réactions dans l'entourage qui peuvent aussi non seulement nous dérouter, mais parfois pas nous satisfaire ou pas répondre à nos besoins. Et puis, il y a souvent beaucoup de malentendus, en fait, notamment dans le couple, sur comment vivre avec cette maladie et pourquoi on réagit de cette manière-là. Par exemple, effectivement, parfois l'agressivité
va juste manifester le besoin de rester autonome, indépendant, de garder son intégrité, de pas être vu comme un malade. Et le proche va percevoir une réaction un peu, va peut-être se sentir rejeté, alors que le patient, lui, il a juste besoin de sentir qu'il est tout à fait en capacité de gérer sa vie, de faire ses choix. Et ça, il peut y avoir effectivement un malentendu parce qu'on ne s'exprime pas suffisamment sur ce qu'on ressent. Hein, souvent, l'autre, ce qu'il va identifier, ce sont les réactions, les émotions qui vont être associées à ce vécu. Et c'est pour ça qu'il est assez important de dire ce qu'on ressent, c'est-à-dire quel vécu on a, ce qui permet à l'autre de mieux lire nos réactions. Et puis, il y a beaucoup de non-dits. Malgré tout, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on n'ose pas dire. On n'ose peut-être pas dire à l'autre qui nous casse les pieds parce qu'il est malade. Et puis, on n'ose peut-être pas dire à son proche qu'on a peur de mourir parce qu'on ne veut pas l'angoisser. Il y a des tas de choses qui sont pas dites. Et ça, effectivement, c'est idéalement, ce serait bien que beaucoup de choses puissent se dire. Bien sûr qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se dire ou qui peuvent difficilement se dire. En tout cas, je crois qu'être dans la volonté d'essayer d'expliquer ce qu'on ressent, ce qu'on attend, est toujours effectivement une plus-value, et notamment une plus-value pour le couple. Et puis, il y a la question de l'intimité, la sexualité bien sûr, mais l'intimité en général, et on l'aborde régulièrement, et les patients et les proches, et les couples notamment que je reçois en consultation en parlent beaucoup. C'est comment garder le contact, comment rester proche, comment préserver cette intimité, ce lien, alors qu'on est tellement déstabilisé par cette maladie, par les traitements, tellement fatigué, inquiet, tellement la vie a été bouleversée. Comment réussir à préserver cet équilibre? Comment faire pour, alors qu'on est très déstabilisé, maintenir ce lien et cette proximité? Alors que déjà soi-même, il faut qu'on arrive à avancer et à se tenir à peu près debout. Donc ça, c'est pas quelque chose de facile. Évidemment que, en parlant de la sexualité, tous les couples et tout le monde n'a pas le même rapport à cette sexualité, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un vécu de la sexualité avant la maladie, qui peut être, on a chaque couple a son histoire avec cette intimité. Mais il est certain que avoir le choc d'une annonce comme celle-là, rentrer dans des traitements lourds, être extrêmement fatigué, se sentir diminué, se poser des questions sur l'avenir, évidemment, tout ça, ça ne facilite absolument pas ni le lâcher prise, ni la détente, et que évidemment, quand on parle de sexualité, évidemment, ça compromet en tout cas le climat qui serait plus ou moins favorable à ce que la sexualité puisse continuer à se vivre à peu près sereinement. On se pose beaucoup de questions. On peut aussi physiquement ne plus être en capacité, ne pas avoir les mêmes sensations, ne pas être capable de produire les mêmes efforts, etc. Et c'est tout à fait normal. Certains peuvent le vivre, notamment le malade, comme une perte vraiment d'intégrité, comme une perte de statut, éventuellement, le fait de ne pas pouvoir satisfaire sa compagne, sa femme, je l'entends souvent. Alors que j'entends plutôt les compagnes dire que c'est pas l'essentiel, mais bon, on va dire que depuis que le monde est monde, je pense que il y a des choses, même si on se les dit, qui sont pas forcément toujours faciles à comprendre parce qu'on n'a pas tous le même vécu de cette intimité. Mais ça, je dirais que cette question-là, souvent malheureusement, les professionnels de santé l'abordent pas suffisamment. Je pense que c'est important que vous puissiez en parler déjà entre vous. Pour maintenir quand même un dialogue par rapport à ça, qu'on ne rentre pas justement dans les tabous, dans le mal-être, dans l'évitement, ou après on va éviter des situations pour éviter. Vaut mieux en parler évidemment. En parler aux médecins parce qu'il y a des solutions. Il y a des choses qui peuvent vraiment vous aider à conserver un bien-être, à conserver une certaine énergie et certaines capacités qui vont, on va dire, faciliter en tout cas le maintien d'une intimité. Il y a des sexologues d'ailleurs qui travaillent vraiment avec des patients. Moi, j'en connais. Alors, c'est pas vrai partout en France, malheureusement, mais en tout cas, renseignez-vous auprès des associations, auprès de votre médecin. Et je dirais qu'en termes de maintien de l'intimité, même si tout n'est pas possible, même si la fatigue, même si les difficultés, les questionnements, les tensions, le vécu psychologique difficile, si on réussit à maintenir le contact physique, la proximité, se toucher, se tenir, rester l'un à côté de l'autre,
vraiment avoir la volonté de garder ce contact physique, alors les choses non seulement se maintiennent davantage, mais aussi se rétablissent plus naturellement quand les choses s'améliorent. Donc, mais je dirais presque que ça se fait pas forcément spontanément. On aimerait bien. Ça demande un peu plus de volonté, de conscience et d'organisation. C'est vrai aussi pour les relations sexuelles elles-mêmes. Pour que les relations sexuelles puissent continuer à exister dans des bonnes conditions, sans pression, avec du bien-être, bah souvent ça demande aussi un peu d'aménagement, un peu d'anticipation, un peu d'organisation, éventuellement voilà peut-être une crème, peut-être voilà certains moments de la journée, peut-être certaines positions plutôt que d'autres, peut-être c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a aussi une démarche, voilà, peut-être un tout petit peu moins spontanée, mais qui, si elle est faite vraiment à deux, est une réelle plus-value hein, pour le couple. Et puis, de manière plus générale, s'autoriser à dire ce qu'on veut pas, ce qu'on ressent, voilà, du positif comme du négatif, ça permet aussi de maintenir ce lien. Évidemment, les couples peuvent aussi consulter. Moi, j'en reçois beaucoup. Donc, n'hésitez pas à aller consulter. Hein, on peut être réticent, mais souvent, c'est vraiment, et je dirais, en tout cas pour moi toujours, j'ai le sentiment que cet espace de parole tranquille, serein, avec un regard extérieur, non jugeant, etc., ça permet de poser des choses que paradoxalement, dans notre intimité, on a du mal à échanger quand on est deux. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de situations de relations qui peuvent être améliorées grâce à ça. Alors la question du changement de vie, alors ça je le vois très souvent, d'un seul coup cette urgence de vivre, d'un seul coup cette épée de Damoclès sur notre tête fait qu'on passe d'un état de relative inconscience par rapport à notre fragilité, notre précarité, à un niveau de conscience beaucoup plus important. Et ça change tout. Ça change notre regard sur l'existence, ça change nos priorités, ça change notre ressenti, nos perspectives. Alors après une période de grands chamboulements avec peut-être un peu de désespérance, un peu d'angoisse, de questionnement, de doute profond, hein, et c'est tout à fait normal. À un moment donné, il y a la question de vivre, de continuer à vivre avec la maladie. Et là, souvent, en fait, ça passe par un besoin de changement. Alors, ces changements, ils sont de toute nature. Se changer soi-même, et plus souvent, plutôt que de se changer soi-même, devenir plus soi-même, on va dire, être plus proche de ses valeurs, moins s'occuper de choses qu'on considère comme pas importantes, d'avoir de nouvelles priorités qui sont souvent sur des dimensions affectives, notamment passer du temps avec ses proches, etc. Mais souvent, ce besoin de changement peut s'opérer de manière plus globale. Changer de maison. Là, j'ai une patiente qui veut absolument, qui a mis sa maison en vente après avoir paniqué, après l'avoir reprise en disant mais je sais pas, faut que je change quelque chose et du coup je fais des trucs, c'est pas possible, sans réfléchir. C'est pas forcément ça la solution. Effectivement, il peut y avoir un besoin de changement. On a besoin de se sentir vivant. On a besoin de s'investir dans des projets. On a besoin de ne pas perdre de temps. On peut être dans l'urgence de vivre. On peut en avoir marre de perdre du temps à faire des choses qui sont pas importantes ou pas intéressantes. Mais en même temps, la question de ce besoin de changement, à mon avis, pour accompagner un certain nombre de patients et de proches, doit vraiment s'inscrire dans la durée. C'est un processus. Hein, c'est quelque chose. Voilà, cette épreuve nous change, nous fait évoluer. Nous donne, voilà, génère des nouveaux désirs ou des aspirations. C'est tout à fait important et légitime. Je dirais même que c'est le côté positif de ce type d'épreuve, hein, c'est de pouvoir nous rapprocher de moi-même, de nous-mêmes, de soi-même, de l'autre, de nos projets, de mes valeurs. Hein, c'est plus proche de mes valeurs, de mes aspirations, de mes priorités. Mais il faut faire attention parce que parfois l'état psychologique dans lequel on se trouve, l'anxiété, la dépression, l'angoisse de vivre, la peur, etc., peut effectivement générer des comportements, des désirs, des passages à l'acte qui peuvent être très déstabilisants, à la fois pour le patient, mais aussi beaucoup pour son entourage. Et donc, ce besoin et ce processus de changement doit vraiment être quelque chose, à mon avis, de partagé, d'évoquer, de réfléchi, un cheminement comme ça sur un terme relativement important pour éviter
finalement d'être déstabilisé ou de faire des choix qui seraient peut-être pas forcément ceux finalement qui correspondent le mieux à nos besoins. Donc la question de ce changement qui peut être généré par la maladie, c'est quelque chose d'important et qui peut être un peu tabou et pour autant qui me semble important. Et puis la question de la peur, et notamment la peur de mourir, ça c'est important. C'est pas facile à dire et c'est pas facile à partager. Et chacun d'entre nous, alors déjà, même sans être malade, hein, c'est quand même quelque chose humainement qui peut tous, à un moment donné, nous saisir. Mais évidemment, à partir du moment où l'annonce d'une telle maladie, avec cette fragilisation, avec cette incertitude, bien sûr que cette peur peut être plus présente. Et je dirais que cette peur de mourir, souvent, quand on creuse un petit peu l'angoisse qui peut exister, c'est aussi d'autres peurs qui sont associées. Ça peut être effectivement la peur de souffrir, par exemple, la peur de perdre son libre arbitre ou son autonomie. Ça peut être la peur de la séparation, évidemment. Hein, c'est ça aussi qui nous fait peur. Toutes ces peurs qui peuvent et qui existent quand on est malade et que du coup on vit avec cette profonde conscience de notre fragilité. Cette peur, elle est difficile à dire et à partager. Et pourtant, c'est extrêmement libérateur de pouvoir en parler. Alors, pas forcément à ses proches, c'est pas toujours évident, bien entendu, mais en tout cas, éventuellement, à un psychologue, à son médecin, à d'autres malades et à l'association, éventuellement. Mais je pense que ces questions-là, c'est vraiment, ça soulage de pouvoir les aborder et de pas toujours garder ce poids en soi. Et on parlait des directives anticipées. Alors ça aussi, les médecins aujourd'hui, ils ont à l'esprit qu'ils doivent aborder avec les patients les directives anticipées. Bien sûr que les proches se posent des questions, bien sûr que le patient lui-même se dit mais qu'est-ce qui va se passer et si jamais mon état se dégrade, et si je devais partir, et si je laisse ma famille seule, et comment ils vont gérer, etc. Des questionnements matériels, évidemment, légitimement, des questionnements affectifs, des questionnements sur comment ils vont le vivre, et puis aussi sur notre vision des choses, comment on a envie qu'on nous traite, comment on a envie, si on se trouve en fin de vie, comment on a envie d'être traité. Est-ce que effectivement on veut éviter absolument l'acharnement thérapeutique? Est-ce qu'on ne veut pas être réanimé? Est-ce qu'on a envie voilà, on a perdu Karen. Oui, vous m'entendez? Ça y est, c'est bon. C'est bon? Bon. Donc voilà. Alors, je te propose, Karen, peut-être de faire une première pause questions-réponses. Oui. Nous avons eu un nombre important et je tiens vraiment à vous remercier d'avoir commenté au fur et à mesure, posé des questions, etc. Peut-être que, Valentine, je te voyais en noter quelques-unes. Oui. Donc, voilà, peux-tu nous les transcrire, s'il te plaît? Oui. Alors, il y a quelques messages assez intéressants. Bon, là, je l'aborde sur le ton d'humour, mais il y a quelques appels au secours où certains demandent mais comment retrouver sa libido? Est-ce qu'une crème fera l'affaire? Est-ce qu'il faut être patient? Est-ce que toi, Karen, tu as des tuyaux là-dessus? Est-ce que la libido va revenir de fait? Ou est-ce qu'il faut pratiquer pour pouvoir voilà. Alors oui, alors déjà la question, alors la libido, évidemment, on est tous plus ou moins, je crois ici adultes avec une petite expérience. La libido, elle est extrêmement sensible évidemment à la fatigue et à l'état psychologique. Donc c'est vraiment des périodes où la libido est en berne. Ceci dit, il n'y a pas besoin d'avoir un myélome multiple pour avoir la libido en berne. Je l'entends beaucoup de gens qui n'ont absolument pas de maladie. Donc là, la question du désir, c'est-à-dire de la libido, c'est-à-dire que dans la pulse, enfin dans la sexualité, il y a plusieurs dimensions qui sont très distinctes en réalité. Il y a la question de la libido et de ce qu'on pourrait appeler la pulsion. D'accord, là, tout ce qu'on met autour du désir, mais de quelque chose qui serait un peu comme une urgence physiologique quelque part. Cette dimension-là, qui est très physiologique en réalité, et d'ailleurs qui évolue dans le temps avec notre âge, etc., hein, quand même, qui est très hormonale, hein, malgré tout. Alors, comment se dire, est-ce que c'est le myélome ou est-ce qu'à un moment donné, c'est l'âge aussi qui fait qu'on a moins de libido?
Moi, Oui, je bah sais disons bien que la les deux, libido, il y a plusieurs facteurs, bien sûr, mais qu'évidemment le myélome, que ce soit les facteurs psychologiques liés au myélome, les effets secondaires des traitements, la fatigue liée au myélome, évidemment que ça impacte. Mais ça, si vous voulez, la question du désir et de la libido, c'est une question, mais ça, si vous voulez, c'est pas quelque chose qu'on peut tellement déclencher artificiellement, si j'ose dire. Mécaniquement, mécaniquement, notamment pour les hommes, il y a des solutions, hein, médicamenteuses ou d'injection, etc. Un sexologue pourrait leur expliquer. Mais il n'empêche qu'on peut avoir une sexualité sans pulsion sexuelle. C'est-à-dire que ça, c'est une autre dimension de la sexualité. Et c'est un peu le réapprentissage qu'on a à faire. Je n'ai pas forcément envie de faire l'amour, mais comment je peux faire l'amour quand même? Et là, il y a des tas de possibles. C'est-à-dire que la vision qu'on avait de la relation sexuelle quand tout fonctionnait à peu près bien, naturellement, spontanément, sans problème, on peut plus tout à fait l'aborder de la même manière parce qu'évidemment, ça ne fonctionne plus tout à fait comme ça. Et donc, finalement, c'est souvent par une autre approche de la sexualité qu'on va réussir à vivre une vie sexuelle, mais différente. Pour ce qui est de la mécanique, entre guillemets, notamment l'érection, là, il y a des solutions. Et là-dessus, je vous encourage à aller voir votre médecin ou un sexologue qui pourra déjà voir à ce niveau-là s'il y a des possibilités à vous offrir. Et dans beaucoup de cas, il y en a. Mais ça ne suffit pas, évidemment. Mais après, il y a la question de la sexualité en dehors des mécanismes naturels et automatiques. Et là, ça passe par quoi? Ça veut dire se mettre dans les conditions d'avoir une intimité. Ça veut dire des caresses. Ça veut dire être créatif et peut-être envisager, je sais pas, d'autres jeux, d'autres approches, d'autres caresses, des objets, des assistances multiples et variées, de l'auto-érotisme partagé. C'est-à-dire que il y a après toute une possibilité de vie sexuelle, mais qui souvent va passer par à la fois une autre approche, mais aussi une autre manière de vivre la sexualité. Et d'ailleurs, notamment pour les hommes qui ont des problèmes d'érection pendant la maladie, notamment, hein, et aggravés par les traitements, etc., certains sont vraiment très atteints et très affectés par le fait de ne pas pouvoir pénétrer leur compagne, leur partenaire comme ils le faisaient habituellement. Et moi, quand j'accueille les couples ensemble, je vois leur compagne qui dit, mais qui leur exprime le fait que elles ne doivent pas nécessairement passer par la pénétration voilà, naturelle pour avoir du plaisir sexuel. Non seulement parce que la pénétration n'est pas absolument nécessaire et on peut tout à fait avoir une sexualité épanouie, avoir un orgasme sans pénétration, mais en plus, la pénétration, elle peut être aussi, voilà, on peut envisager la pénétration autrement. Donc, aborder la sexualité différemment, et c'est en ça aussi qu'un sexologue peut vous aider, à la fois rétablir des choses qui peuvent être établies naturellement, mais aussi être beaucoup plus créatif, plus ouvert. Ça veut dire aussi passer plus de temps, évidemment. Ça veut dire plus de préparation, ça veut dire de la détente, par exemple, passer par des massages, passer par des caresses, passer par voilà, plus d'érotisme. Bien sûr, voir des vidéos, voilà, c'est-à-dire que des choses qu'on n'aurait pas faites, même si voilà, on n'est pas forcément habitué, coutumier du fait, ça peut un peu dérouter au départ, mais il y a même des tas de possibles qui s'ouvrent dont on n'a pas eu besoin parce qu'on avait une sexualité normale sans se poser de questions. Mais là, je peux vous assurer que certains couples ont découvert même une autre manière de vivre leur sexualité à cause de ces contraintes. Donc, mais ça, c'est vrai qu'un spécialiste là-dessus, moi, je vous encourage vraiment à en parler parce qu'il y a tellement de solutions qui peuvent améliorer les choses. J'ai rarement vu des situations qui n'étaient pas améliorées par cet échange avec un sexologue. Vraiment, hein, on peut vraiment améliorer les choses. Mais du temps et puis de la créativité, mais on peut même découvrir des choses extraordinaires en sortant des sentiers battus. On expérimente de nouvelles choses. Absolument, absolument. Et à deux, et tranquillement, et sans se mettre la pression, et dans le bien-être, et voilà. Et ça peut même devenir très sympa. On est d'accord. Merci. Alors, autre question, Valentine, que tu avais relevée peut-être? Alors, des questions, mais aussi des témoignages, hein, notamment Hélène, pour qui
La maladie a été, voilà, a engagé une deuxième rupture qui est une rupture conjugale. Bon, dans ces cas-là, il y a peu de mots hein, je pense que la rupture est aussi, enfin, est très brutale. Et bon, elle pense que bah, son mari avait très peur de la mort, et c'est ça qui l'a fait fuir à l'annonce de la maladie, ou en tout cas après. Est-elle aussi qui nous dit que la maladie, l'annonce de la maladie, ben, pour les patients, on le vit comme un véritable choc. Et ben, ça engendre du coup des difficultés à en parler à son entourage et notamment à son conjoint parce que eh ben, on a du mal à prendre de la distance justement pour annoncer le plus paisiblement les choses puisqu'on a nous-mêmes, là on est en besoin et en demande d'aide, que ce soit médicale, psychologique et autres. Bon, les femmes aussi, les patientes voilà, qui échangent sur le chat par rapport à, bah, aussi au fait que physiquement on est très abîmé pendant les soins, ajouté en plus aux douleurs, à la perte de cheveux. Donc, pour l'estime de soi, c'est vrai que c'est pas évident et notamment bah, continuer à pratiquer une sexualité. Il y a cet aspect-là aussi de l'estime de soi qui est importante. Aurélie qui nous dit que bon, elle a trouvé en tout cas le salut auprès de la psychologue de l'hôpital qui lui a permis d'aborder peut-être ces questions-là et d'autres de façon sereine avec son entourage. On a Sophie qui nous pose une question par rapport aux directives anticipées. Pourquoi tant de personnes ont peur de rédiger leurs directives anticipées? Voilà. Alors, il y a plusieurs choses. La difficulté d'en parler parce on est nous-mêmes déstabilisés, bien sûr, et c'est pour ça que certains d'entre nous, on aura besoin de temps pour pouvoir en parler dans de bonnes conditions. C'est-à-dire, il n'y a pas d'urgence forcément à s'étendre sur la question. Hein, on peut donner une information générale et attendre de se sentir soi-même un peu plus solide pour avoir des échanges avec tel ou tel membre de la famille, par exemple, ou les enfants. On peut aussi être aidé par un professionnel pour communiquer. Hein, ça aussi, si on se sent fragilisé, vous pouvez très bien être aidé par le psychologue ou la psychologue pour communiquer avec votre entourage. Je le fais très souvent, notamment avec les enfants ou les petits-enfants. Pour la question des réactions des proches et notamment de ce conjoint qui est parti à l'annonce de la maladie, malheureusement, ce n'est pas une situation isolée. Et bien sûr que vous avez la bonne analyse en disant qu'il n'a pas été en capacité d'assumer cet événement et qu'il a eu peur de ce qui allait se passer. Et c'est évidemment très douloureux puisqu'on est extrêmement fragilisé et en plus on se sent abandonné, donc c'est très difficile. Hein. Mais là justement, quand on parle de ce qui est indicible, je dirais que souvent ces passages à l'acte sont des passages à l'acte de personnes qui n'ont pu s'exprimer et qui n'ont pu être entendues, qui n'ont pas pu être rassurées sur ce qui était en train de se passer. Et que justement, en parler, et notamment parler à des professionnels, etc., faut-il encore convaincre le conjoint en question, mais enfin, on arrive certains à en convaincre, souvent, ça apaise les choses, c'est-à-dire que on a moins l'injonction d'être à la hauteur, on se dit mais je vais jamais y arriver, je vais pas supporter. En fait, on leur demande pas d'être Superman, on leur demande pas il n'y a pas d'injonction. De la même manière, la peur qu'on peut avoir de la mort ou de la dégradation, etc., qui sont des choses qui sont très personnelles, en réalité, qui résonnent hein, chez les choses qui nous sont propres, bien sûr. Hein. Bah ça, si on en parle tout de suite, on prend de la distance par rapport à ça. Donc, je ne peux justement qu'encourager les gens à en parler à leurs compagnons, mais aussi essayer de les convaincre d'en parler à des professionnels. Mais maintenant, évidemment, certains sont en difficulté et n'arrivent pas à assumer la situation. Par rapport aux directives anticipées, là, je vous dis, on est dans quelque chose d'assez récent, mais qui est compliqué un peu pour tout le monde, y compris pour les médecins. Évidemment que rédiger des directives anticipées n'a jamais fait mourir personne. Seulement, si vous tentez de dire, écoute, si jamais il m'arrive quelque chose, je veux ça ou ça, d'ailleurs, sans être malade, vous avez toujours des gens autour de vous pour dire, mais non, mais parle pas de ça, mais je veux pas entendre, mais comment, mais c'est pas possible, etc., comme si on était immortel. Bon. Certes, il y a des résistances. D'ailleurs, il vous faudra souvent un peu de temps pour faire avancer les choses. Donc, c'est pas grave si vous avez des résistances ou un peu de stratégie d'évitement. Ne vous découragez pas, revenez à la charge. Ceci dit, donc faire ces directives anticipées, pourquoi c'est d'autant plus important, je le disais tout à l'heure, c'est que ce qui va nous aider à vivre
et à mieux vivre avec cette maladie et à mieux vivre en général, c'est de garder la main sur la façon dont les choses vont se passer. Parce que finalement, le pire, c'est de se dire qu'on va perdre le contrôle, que d'autres vont décider pour nous, que on aura, voilà. Et ça, c'est très insupportable. Souvent, la perte de contrôle liée à la maladie, ça, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre. Les directives anticipées, ça vous protège d'un certain nombre de choses. Ça impose votre position, vos choix à n'importe quel professionnel de santé qui aura votre dossier dans les mains, que vous soyez conscient ou pas au moment où on prendra des décisions. Mais aussi, c'est la manière de garder la main sur sa vie, à quelle que soit son évolution et quel que soit son moment. Et on devrait tous le faire sans être malade. C'est-à-dire dire un peu, qu'est-ce qu'on veut, nous? Comment on voit les choses? De quoi on a besoin? Comment on a envie d'être traité? Qu'est-ce qu'on veut pas? Quelles sont nos priorités? Et ça, si vous voulez, c'est essentiel. Alors, à la fois, ça nous libère d'un certain nombre d'inquiétudes. Ça nous rassure sur le fait qu'il y a des choses qui seront respectées parce qu'elles sont importantes. Ça nous rassure parce qu'on aura préparé des choses. Évidemment, l'entourage a du mal à l'entendre. Il faut s'y prendre peu à peu, il faut s'y prendre doucement, mais rappeler à nos proches que ça ne nous fera pas mourir et qu'au contraire, ça permet de se libérer d'un certain nombre de choses là, qui traînent, qui ne sont pas réglées. Une fois qu'on les a réglées, on espère vivre le plus longtemps possible dans les meilleures conditions possibles et on en profite. Et pas seulement survivre avec des doutes, des inquiétudes, des peurs sur comment ça va se passer, mais vivre le mieux possible en ayant organisé les choses, en ayant posé les choses, en s'étant exprimé sur ses choix propres et profonds, et en ayant la certitude que ce sera respecté et que les autres seront aussi en capacité de gérer la situation. Et ça amènera un apaisement. Donc, bien sûr, c'est difficile, mais c'est vraiment une source d'apaisement pour tout le monde. Et c'est pas parce que vos proches, dans un premier temps, sont un peu rétifs ou sont un peu dans je botte en touche qu'il faut pas maintenir le cap, hein, faut pas vous décourager, faut continuer à avancer tranquillement, faut continuer à en parler. Voilà, il faut échanger et il faut pas lâcher, faut y aller tranquillement, faut pas lâcher, faut pas les brusquer, mais il faut y aller. C'est très très important pour tout le monde, y compris pour eux. Merci Karen. Alors moi, pour la petite anecdote, j'ai pas encore rédigé mes directives anticipées, mais je pense que le myélome dans la famille, en tout cas le mien, il y a ma mère qui a fait ses directives anticipées et mon frère. Voilà, donc c'est assez rigolo puisque bon, c'est moi qui suis malade, voilà, mais je pense que ça a du coup travaillé l'ensemble de la famille cette question de mes dernières volontés. Alors Bien on sûr. avait aussi, alors pour les personnes célibataires, c'est d'ailleurs mon cas. On a, il me semble, Serge, qui se pose la question, si on est seul, est-ce que le myélome réduit à néant la possibilité de trouver un autre partenaire? C'est vrai que c'est la question, on a une nouvelle identité, hein, on est marqué au fer rouge par la maladie, et si on rencontre un partenaire, est-ce qu'on lui annonce qu'on a été malade et qu'on risque de rechuter? Voilà, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas? Est-ce que toi, tu aurais un tuyau pour Serge et pour moi et pour d'autres? Alors là, vraiment, là, on tombe chez ça. Alors, si on avait la baguette magique, notamment si j'avais la baguette magique pour permettre aux gens de trouver le partenaire qui leur convient et d'être heureux, je te jure que là, j'adorerais. La question, je dirais, profondément humaine et affective de la recherche d'un partenaire avec lequel on se sent bien avec lequel on serait heureux. Et alors, je vais te dire, c'est une question qui dépasse largement quand même le cadre de la maladie. C'est une des questions existentielles fondamentales des êtres humains que je côtoie tous les jours. Alors, par rapport à évidemment, à la question de la maladie et au fait qu'on soit transformé, que physiquement on soit peut-être différent, qu'on ait perdu peut-être un peu confiance en soi, qu'il y ait une incertitude, qu'il y ait une épée de Damoclès au-dessus de la tête, etc., etc. Bon, bien sûr que tout ça, on peut les vivre, bien entendu, comme des freins. Ça, je l'entends. Moi, tout ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que s'il y a une chose qui est une source qui garantit en tout cas mieux que d'autres la qualité d'un lien, c'est la vérité de ce lien et c'est l'authenticité de cette relation. Que quand on est malade ou qu'on a traversé cette épreuve, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on est tous beaucoup plus compétents pour avoir des relations authentiques avec les autres. Et donc finalement, on a beaucoup plus de chances que beaucoup d'autres d'être dans une relation vraie, même si statistiquement, je dirais, elle est peut-être moins statistiquement moins évidente, parce qu'il y a des gens à qui ça va, qui vont être inquiets peut-être, ou que ça va faire fuir, j'en sais rien.
Mais pour les autres, et j'en vois beaucoup, ça, c'est tout ce que je peux vous apporter comme témoignage de plus de 20 ans d'expérience professionnelle, c'est que je vois beaucoup de gens qui ont été malades et qui sont malades et qui refont leur vie et qui sont heureux et qui rencontrent quelqu'un, etc. Ou des gens avec lesquels ça marche pas d'ailleurs et qui font des expériences déplorables, même malades. Hein, on a le droit aussi de se planter gravement, ça arrive aussi. Mais j'en vois qui effectivement vivent des choses très très belles, mais surtout avec cette plus-value de se dire que la vie c'est important, qu'il y a des choses qui n'ont aucune importance et qu'on va pas s'embêter ou embêter l'autre avec des trucs qui servent à rien, qu'on sera dans quelque chose de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus authentique parce qu'on a autre chose à faire que de perdre notre temps à avoir des relations superficielles ou à se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Et que ça, je dirais que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est plutôt un facteur de bon pronostic de relations de qualité, en tout cas. Oui, au moins le docteur de rester, enfin voilà, si la personne reste alors qu'on est malade, c'est qu'on peut être sûr de l'authenticité. Surtout que le fait d'être malade, ça fait pas quelque chose, ça fait pas de nous ça fait pas un nous en moins bien. Le fait d'être malade, c'est pas un nous en moins bien, c'est un nous en fait qui a traversé une expérience, qui traverse une expérience avec un certain niveau de conscience, qui a la même fragilité qu'un autre être humain, sauf qu'il en a une conscience plus aiguë évidemment. Donc c'est pas nous amoindris comme s'il y avait un marché de deuxième main pour ceux qui sont tombés malades. Auquel cas, si ça existait, je peux te dire, vu l'humanité, son vieillissement, sa maladie, sa fragilité, que la deuxième, la troisième, la quatrième, la 10e main, au-delà même du myélome multiple, on y aura tous droit quand même. Hein. Donc c'est nous dans une expérience de vie particulière, mais aussi avec des capacités décuplées de vivre les choses de manière intense et, je dirais, qualitative. Et ça, c'est important. On aura peut-être moins de quantité parce que, voilà, moins de légèreté, moins de facilité, moins de superficialité, peu de moins, mais beaucoup plus de qualité. Ça, c'est certain. Et ça, quelque part, c'est aussi une bonne nouvelle. On est d'accord. Et du coup, on a Sandrine qui rebondit par rapport à tes propos et qui nous dit qu'elle a choisi son compagnon en connaissant sa maladie. Donc, elle a pris le packaging, le bonhomme et la maladie, quoi. Voilà. Ben oui, mais il faut voir qu'on est vraiment dans une vérité. Hein, quand on est en face de quelqu'un qui a traversé ça, voilà, on sait qu'il y a quelque chose humainement qui a une vraie valeur, quoi, qui fait qu'on a progressé, qu'il y a une profondeur, qu'il y a un autre rapport à l'existence. Et ça, c'est génial. Alors, Sandrine nous dit aussi qu'elle est peinée quand il choisit de s'effacer pour vivre ces moments de grosse fatigue. Parce que il veut épargner aussi Sandrine, hein, sa conjointe. Hein. Mais après, je pense qu'il faut respecter aussi des moments, comme dans un couple bien portant, on va dire, des moments à soi. Tu me diras si je me trompe, hein, mais c'est pas ces jardins secrets, mais oui, des moments pour soi. Et voilà, un couple, il vit aussi dans les individualités. Disons que ça, c'est très variable d'une personne à une autre et d'un couple à un autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes fonctionnements par rapport à ça. Hein. On a plus ou moins des espaces secrets, on est plus ou moins fusionnels. Il y en a qui se rasent avec la porte de la salle de bain ouverte. Tu vois, voilà, il y en a qui mettent les bigoudis la nuit. Et puis il y en a, tu as l'impression qu'ils font jamais rien, c'est toujours nickel et tu te demandes quand est-ce qu'ils l'ont fait, quoi. Donc ça, si tu veux, c'est un peu vraiment des vécus très à la fois personnels mais aussi de couple. Mais quoi qu'il arrive, si vous ressentez le besoin, et bien sûr, d'avoir des espaces personnels, communs, intimes, à la fois parce que vous avez besoin de vivre des choses, vous, à votre niveau, mais aussi peut-être parce qu'il y a des choses que vous préférez pas montrer ou partager. Bon, ça, c'est des choses que chacun ressent, vit à sa manière. Voilà, on peut ne pas être très motivé à montrer l'envers du décor. Bon, pour d'autres, c'est pas un problème. Et ça, qu'on soit malade ou qu'on ait été malade ou qu'on n'ait pas été malade, je dirais que ça, c'est aussi lié à nos sensibilités, nos histoires personnelles et au couple en particulier. Mais bien sûr que si on ressent le besoin il n'y a pas de recette, hein, mais si on ressent le besoin de ces moments-là, bien sûr que c'est important. Là, je dirais, parce que j'entends, je veux pas imposer aux autres, aux proches, etc. N'oubliez pas qu'on a besoin, pour rester proches les uns des autres, de vivre la même histoire.
et que faut faire attention de pas s'éloigner ou se déconnecter de l'autre sous prétexte, et un bon prétexte légitime, de le préserver, parce qu'en faisant trop ça, on partage plus forcément la même histoire. Donc, bien sûr, avoir des espaces à soi, mais n'oubliez pas que même si le bain est pas toujours à la température idéale, être dans le même bain, c'est quand même important la plupart du temps pour rester connecté. Merci Karen. Est-ce qu'on pourrait terminer, parce que c'est vrai que je vois pas mal mourir dans la dignité. J'ai l'impression que ça préoccupe un certain nombre de participants. On a Hélène qui fait partie, je pense, de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Elle me corrigera si je me trompe, mais c'est une grosse association en France. Est-ce que tu peux du coup nous éclairer sur mourir dans la dignité, comment ça résonne Alors évidemment, là on parlait des directives anticipées, de la peur de mourir, de souffrir, de perdre son intégrité, son autonomie, de pas subir d'acharnement, de pouvoir choisir aussi quand et comment on va mourir, etc. Évidemment, ces questions entre guillemets existentielles existent pour tout être humain, mais sont largement actualisées par le diagnostic d'un myélome multiple, évidemment. Je dirais que ça fait partie, réfléchir à ça et éventuellement chercher les ressources ou les réponses qu'on peut avoir par rapport à ça, je pense que ça contribue à vivre mieux de toute façon avec l'incertitude. Plus on réfléchira à comment on a envie que ça se passe, plus on s'organisera, on communiquera sur la manière dont on veut que ça se passe, plus on identifiera effectivement les ressources, les associations, les professionnels qui peuvent répondre à nos attentes à un moment donné, mieux on vivra. Et donc, le mourir dans la dignité, évidemment, est un droit et tout à fait, et vouloir mourir dans la dignité, évidemment, c'est absolument légitime. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Moi, j'ai travaillé à l'hôpital depuis plus de 20 ans. Au niveau des soins palliatifs, de la prise en charge de la douleur, c'est très perfectible, évidemment, mais je peux vous dire que rien que sur ma petite expérience professionnelle, j'ai trouvé beaucoup de progrès par rapport à ça. Mais bien entendu que il faut qu'on progresse encore et que chacun, on doit imposer des choses, on doit écrire les choses, on doit solliciter les personnes et les aides qui peuvent nous permettre de vivre les choses comme on les entend. Et que moi, je suis même pour des initiatives comme le suicide médicalement assisté ou des choses comme ça. Bon, on n'en est pas là en France, mais on a quand même un petit peu avancé. Mais bien entendu, c'est légitime et ça peut nous permettre à nous, une fois qu'on sait qu'on a les moyens de vivre les choses comme on a envie de les vivre, notamment dans la fin de vie, dans les moments difficiles, ça nous permet aussi d'être plus serein et de mieux vivre ce qu'on a à vivre au moment où on est en plein dans la vie. Donc oui, c'est une question importante. Et moi, au-delà des directives anticipées, parlez-en aux associations, parlez-en aux médecins. Exprimez-vous sur ces questions-là, parce que c'est tout à fait légitime et il faut que vous soyez entendus et c'est très important que vous soyez entendus. Très bien. Accordons-nous, si vous voulez, quelques minutes supplémentaires, puisque, comme vous le savez, nous avons commencé un petit peu en retard. Donc, si tu le souhaites, Valentine, il y a quelques questions peut-être encore que tu voudrais relever, quelques commentaires que tu souhaiterais faire avant cette… Les commentaires on aborde des sujets qui sont difficiles, mais je trouve que les commentaires sont très, très positifs. Hervé, je te vois hocher de la tête, donc je pense que tu es d'accord avec moi, puisque tu lis aussi les commentaires en même temps que moi. On est vraiment, oui, sur des choses positives. Il faut, le myélome, ok, il fait partie de nous, c'est notre compagnon de route ou de déroute, mais on peut aussi sortir de cette expérience éprouvante plus fort, plus serein. Je pense pour ma part, à mon niveau individuellement, moi j'ai appris, la maladie m'a permis à m'apprendre à prendre soin de moi, à décider avant tout des choses dans mon intérêt et pas forcément dans celui des autres avant tout. Voilà, moi je pense qu'il y a des pertes forcément, on laisse quelques petites choses sur le passage, notamment la santé. Mais je pense qu'on peut en retirer plein de bonnes choses et des biens pour l'avenir, pour se projeter.
En tout cas, ben, voilà, les gens se soutiennent aussi. Il y a eu beaucoup de soutien là, dans ces échanges. On a eu quelques patients jeunes aussi qui ont été soutenus, dont Lubna, Aurélie qui est là. Enfin, voilà, moi je pense que c'est une web conférence qui marquera les esprits. Voilà, mais Oui, aborder la sexualité et des sujets tabous, je pense qu'il faut à un moment donné dénouer les nœuds et puis mettre des mots sur les choses, quoi. Voilà. Karen, si tu veux commenter aussi. Alors, juste un petit mot, merci pour tous ces commentaires. Il y a tellement de choses voilà, qu'on aimerait aborder, qu'on n'aborde pas souvent. En tout cas, vous dire que j'en lis beaucoup de témoignages sur finalement profitons de la vie. Ça nous permet aussi d'aller à l'essentiel, etc. Je dirais que psychologiquement, c'est là que on a envie d'aller et qu'on essaie d'aller tous quand on est malade. Et heureusement, je vois beaucoup de patients qui finissent par pouvoir quand même vivre avec cette maladie dans le souci de profiter de cette existence et avec une approche tout à fait différente de l'existence. Mais vous rappelez, puisqu'on parle des sujets tabous, et comme je vois comment cette parole fait du bien, que bien sûr, dans la résilience, elle passe essentiellement par les liens affectifs, on en a déjà parlé, hein, les relations aux autres, les proches, l'amour, l'affection, l'amitié, etc. La résilience passe beaucoup par ça, mais elle passe beaucoup aussi par la parole. Et cette parole, elle est libératrice. Dire ce qu'on ressent et ce qu'on veut, c'est libérateur, c'est fédérateur et c'est libérateur. Donc, je vous invite à vos proches, à des professionnels, à aborder ces sujets tabous, parce qu'une fois qu'on les aborde, ils perdent ces sujets énormément de leur charge négative. Voilà, parce qu'on les a partagés, parce qu'on les a exprimés, parce qu'on les a mis à distance. Donc, vraiment, parlons-en, parlons de tout, y compris des choses indicibles. On est d'accord. Eh bien, ces choses que l'on ne peut pas exprimer, qui sont indicibles, eh bien, elles ont été exprimées ce soir avec beaucoup d'authenticité. Donc, merci pour cela. Merci d'avoir osé. Merci à Valentine. Merci à Karen. Et puis, nous vous donnons rendez-vous sur le MOOC. C'est bientôt la fin, vous l'avez compris, en tout cas la fin de cette session, puisque bien sûr, le MOOC poursuivra sa route dès 2020. Vous avez jusqu'à dimanche 15 décembre pour continuer votre parcours, pour dialoguer, pour échanger avec les tuteurs qui se sont beaucoup mobilisés pour vous aider, pour vous soutenir, qui ont, comme vous, beaucoup appris, beaucoup partagé. N'hésitez pas à leur faire un petit coucou, à leur dire au revoir, à partager à nouveau avec des intervenants, à poser vos questions aux experts. Voilà, donc le MOOC est fait pour vous, il est fait pour cela. Et puis la F3M, vous en avez vu, pour certains qui nous ont demandé comment s'y inscrire, eh bien sur le site, tel que vous le voyez, www.af3m.org. Voilà. Alors, eh bien, bonne fin de soirée. Bonne fête de fin d'année à tout le monde. Oui, bonne fête de fin d'année aussi. Bonne fête de fin d'année, et oui. Et puis, à très bientôt sur le MOOC et puis pour les prochaines webconférences de la F3M. Et prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.